vous est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. C'est un nouveau journal sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka poursuit son séjour à Genève en Suisse où elle participe au segment de haut niveau de la 58e session du Conseil des droits de l'homme CDH. Après son discours qui a été bien accueilli par les autres États membres de la tribune du CDH ce lundi, la chef du gouvernement a eu plusieurs rencontres bilatérales et multilatérales en marge de la dite session, essentiellement sur le soutien aux populations victimes de l'occupation rwandaise dans le 2 Kivu. Pour la chef du gouvernement, des milliers de blessés et déplacés sont abandonnés à leur triste sort par les agresseurs. Suivez. Tour à tour, la chef du gouvernement a eu des entretiens avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le haut-commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi, le représentant spécial de l'Union européenne en matière de droits humains, Olof Skog, ainsi que le conseiller fédéral suisse aux affaires étrangères, Ignazio Cassis. Dans son plaidoyer, la chef du gouvernement a sollicité l'accompagnement de ses partenaires pour la mise en place rapide d'un couloir humanitaire. L'objectif étant, d'une part, de sauver des milliers de personnes encore piégées dans les territoires occupés et d'autre part, de faciliter le travail des humanitaires dans ces zones de conflit en vue d'assister les blessés et les déplacés. Alors que le besoin de ces corridors humanitaires s'impose afin d'apporter de l'aide aux populations civiles et permettre aux travailleurs humanitaires de traverser les zones occupées en toute sécurité, la chef du gouvernement regrette que dans leur stratégie, les forces rwandaises et leurs supplétifs de 1-23 AFC aient choisi de bloquer l'assistance humanitaire. Cette situation rend quasi impossible l'évacuation de blessés, de malades ou encore de morts. En conséquence, il y a risque d'un regain d'épidémies telles que le choléra et les mpox dans ces zones, selon les spécialistes en santé publique, d'où l'intérêt à agir vite. Alors que le ministre de 27 pays de l'Union européenne ont décidé ce même lundi de suspendre les consultations en matière de défense avec le Rwanda suite à la résolution adoptée par le Parlement européen, le représentant spécial en matière de droits humains de l'Union européenne a promis à la première ministre leur soutien pour obtenir la mise en place de ces couloirs humanitaires. On est une des plus grandes donateurs humanitaires au monde et je suppose qu'on va faire tout ce qu'on peut faire pour améliorer la situation du peuple congolais dans la situation actuelle. On va appuyer tout effort pour améliorer la situation humanitaire. Exactement comment ça se peut faire dans la situation actuelle, je peux pas dire, mais insister qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour un accès humanitaire, bien sûr. Même son des cloches du côté du Haut Commissariat aux réfugiés. On reste disposé. Vous pouvez compter sur les HCR, a fait savoir le haut-commissaire Filippo Grandi. Pour sa part, le patron de la diplomatie suisse, Ignazio Cassis, en a appelé à la désescalade avant de promettre lui aussi à la première ministre tout le soutien de son gouvernement. Bien avant, c'est le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui avait exprimé sa crainte sur une régionalisation de la crise si rien ne fait. Pour sa part, la première ministre a réaffirmé son soutien à la MONUSCO, dénonçant au passage la manipulation de la population par l'ennemi contre les forces onusiennes. Comme cela a été le cas récemment à Dar es Salaam et à Addis Abeba, le déplacement à Genève de la chef de gouvernement permet de porter plus haut encore la voix de la RDC, ce qui augure une amélioration de la situation sécuritaire et humanitaire sur les terrains. Toujours en marge de sa participation à la 58e session du Conseil des droits de l'homme, CDH, la première ministre Judith Suminwa a eu également un entretien de haut niveau avec Maxime Prévost, vice-premier ministre belge et ministre des Affaires européennes et de la coopération au développement. Cette rencontre intervient au lendemain de la décision du Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne de suspendre les consultations avec le Rwanda sur les questions de défense.
Conseil a également décidé de réexaminer le protocole d'accord conclu le 19 février 2024 avec le Rwanda pour favoriser le développement de chaînes de valeur durables et résilientes pour les matières premières critiques. Je propose de suivre la réaction de Maxime Prévost au sortir des échanges avec Judith Soumila. Donc très clairement, nous avions la Belgique et la France ensemble porté une démarche pour qu'il y ait un paquet de sanctions plus conséquent qui soit soumis à l'approbation des 27 États de l'Union européenne. C'était ce lundi. Et avec mes collègues des Affaires étrangères, il y a eu une grande convergence de vues et une volonté claire de donner un signal politique signalant que des sanctions allaient être portées sur le Rwanda, des volontés qui concernent à la fois la suspension potentielle du traité concernant les minerais, également des sanctions individuelles à l'égard de certaines personnes, notamment des forces armées, la volonté aussi de pouvoir suspendre le dialogue de sécurité et politique avec le Rwanda. Le signal, en tout cas, a été acquis. Tout le monde a pu converger là-dessus. La mise en œuvre est décalée de quelques jours, puisqu'il a été souhaité d'attendre aussi, de voir comment sur le terrain la situation, notamment quant au cessez-le-feu, allait évoluer, puisqu'une réunion est prévue à Harare fin de cette semaine. Et donc, il y a eu la volonté d'attendre ce que cette réunion allait pouvoir donner pour s'assurer alors de la bonne adéquation en termes de calendrier entre les sanctions à prendre et la situation sur place. Mais en tout cas, ce dont je peux me réjouir, c'est que la communauté internationale qui a, à mes yeux, tardé à réagir, mais la Belgique n'a pas ménagé sa peine pour porter le débat dans toutes les instances où elle pouvait le faire. J'ai été d'une limpidité claire sur cette question. Enfin, s'est réveillé et est disposé maintenant à envoyer un signal clair à l'attention du Rwanda. Non, je pense qu'il faut voir le verre à moitié rempli plutôt que le verre à moitié vide. Celui qui est à moitié rempli et qui me satisfait, c'est qu'enfin, la communauté internationale, en tout cas au niveau européen, a pris conscience qu'il fallait agir et faire pression pour pouvoir s'assurer de l'arrêt, évidemment, des violences commises par le M23, le retrait, évidemment, de ces mouvements qui sont soutenus en sous-main par le Rwanda. Chacun le sait et le condamne. Il y a un paquet de mesures potentielles sur la table qui pourront être activées dans les jours ou semaines qui viennent en fonction de l'évolution du terrain, mais il y a en tout cas quelque chose qui est très clair, c'est que l'Union européenne a marqué sa totale désapprobation, sa condamnation forte à l'égard de la manière dont le Rwanda se comporte avec les conséquences dramatiques que l'on connaît à l'est du Congo. Le principe même de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Toujours en rapport avec l'occupation du nord et du sud Kivu par l'armée rwandaise et supplétive de M23, la récente position de l'Union européenne doit sans doute être un coup dur pour le dernier négrier de l'Afrique moderne. La haute représentante pour l'Union européenne, Kaja Kallas, a annoncé lundi la suspension de consultations en matière de défense avec Kigali en raison de l'implication de troupes rwandaises aux côtés des rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Ronta Luela. Enfin, le résultat de plaidoyer mené par la République démocratique du Congo dans tous les fronts internationaux porte déjà leurs fruits. L'Union européenne a pris une série de sanctions contre le Rwanda, voyant que la situation reste très tendue et soit au bord d'un conflit régional. L'Union européenne vient donc accentuer la pression sur Kigali. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, a annoncé le lundi 24 février la suspension de consultations en matière de défense avec Kigali en raison de l'implication avérée de troupes rwandaises aux côtés de rebelles du M23 AFC dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est la première conséquence tangible de la condamnation de l'action de forces armées du Rwanda dans le Kivu. L'Union européenne menace par ailleurs le régime de Kagame de mettre fin au partenariat avec le Rwanda sur le matière première critique et le minerai rare. L'Union européenne a également condamné le manque de coopération de Paul Kagame à mettre un point d'arrêt à cette crise sécuritaire et humanitaire en RDC.
De son côté, le procureur général de la Cour pénale internationale CPI, Karim Khan, est arrivé à Kinshasa hier lundi 24 février pour une visite officielle de 48 heures. Son déplacement s'inscrit dans le cadre du suivi des exactions commises dans l'Est de la République démocratique du Congo par des rebelles du 1-23 soutenus par le Rwanda lors de la prise des villes de Goma et Bukavu. Cette visite se veut une mise en garde aux actions de ces crimes dans le Kivu. Suivez ce premier mot à son arrivée à Kinshasa. But of course, like the rest of the world, we are extremely worried of recent developments in Congo. Mais comme le reste du monde, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en République démocratique du Congo. We know the situation, particularly in the east, is acute. Nous savons que la situation, particulièrement à l'Est, est très, très inquiétante. Hundreds of people are reportedly dead. Des centaines de personnes sont mortes Thousands injured. et des milliers blessés. And the message has to be conveyed very clearly. Et le message doit absolument passer clairement. Any armed group, Tout groupe armé, any armed forces, toutes forces armées, any allies of armed groups or armed forces tous les alliés de forces, de groupes armés et de forces armées, don't have a blank check. ils n'ont pas un chèque à blanc. They must comply with international humanitarian law. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. And I am very clear right now. Et je suis très clair là-dessus. The law must be seen to be effective. La loi doit être effective. All individuals must comply with the Rome Statute. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Nobody can attack civilians, Personne ne peut attaquer les civils, hurt people, blesser les gens, kill people. tuer les gens. And this is a moment where we will see if international criminal law can withstand the demands that the people of the Democratic Republic of Congo insist upon. Et c'est à ce moment que nous pouvons voir si la loi internationale peut maintenir et soutenir la demande de la République démocratique du Congo et les citoyens. Which is the equal application of the law. Et cela, c'est l'application équitable de la loi. The people of the DRC La population de la République démocratique du Congo are as precious as the people anywhere on God's good earth. sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde. You are as precious as the people of Ukraine, Vous êtes aussi précieux que les gens de l'Ukraine, the people of Israel or of Palestine, les gens d'Israël et de la Palestine, the girls and the women of Afghanistan. les filles et les femmes d'Afghanistan. And so I'm here Je suis là to follow up with President Tshisekedi, pour poursuivre avec le président Tshisekedi. to have members of meetings with the government, J'aurai des rencontres ou des réunions avec les membres du gouvernement. meetings tomorrow, inshallah, with the special representative of the Secretary General, Her Excellency Bintou Keita, Demain, Dieu voulant, la réunion avec la représentante du secrétaire général, son Excellence Madame Keïta, and also to engage with civil society and victims. et aussi pour m'engager avec les victimes et la société civile. Dans le même ordre d'idée, la mutualisation d'efforts pour faciliter l'accès aux aides humanitaires dans les zones de conflits armés dans l'Est de la RDC a été discutée entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité et les représentants de Médecins sans frontières en RDC, Emmanuel Lampard, le lundi 24 février 2025 à Kinshasa. Les deux personnalités ont abordé la question des défis sécuritaires dans cette partie du pays. Jacquemaine Chabani-Louko a condamné cette organisation lors d'une attaque le 20 février à Massissi Centre au Nord Kivu. Les entraves aux actions humanitaires doivent être dénoncées à tout niveau, ont convenu les deux personnalités. Emmanuel Lampard, représentant de Médecins sans frontières, fait le point de cet entretien. Suivez. Il était pour nous très important de rencontrer son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, en charge de la sécurité et du territorial, pour faire le point, afin aussi de mieux accompagner nos équipes qui sont toujours et encore présents dans plusieurs territoires, et notamment à l'est de la RDC, que ce soit en Ituri, dans les territoires de Djougou et Mahagi, à Bunia,
mais également dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. Et ceci en invoquant aussi le décès très malheureux d'un de nos collaborateurs terrain congolais, décédé ce week-end à Goma, entouré des siens, mais victime à Massissi. Je crois, il y a eu un encouragement auprès de nos équipes de rester debout, de rester à côté des bénéficiaires, la population congolaise. L'unique et seule raison pourquoi Médecins sans frontières est ici présent en République démocratique du Congo. À la une également, Monseigneur Sébastien Joseph Mouyembo, évêque d'Uvira dans la province du Sud Kivu, lance un cri d'alarme évoquant les difficultés dont la population d'Uvira fait face depuis l'occupation des rebelles du M23 AFC dans cette ville. Le père de l'Église rappelle ainsi le rôle des forces armées et de l'ordre de celui de protéger les civils ainsi que leurs biens, la défense de la patrie et l'intégrité du territoire national. Suivez son propos. Je viens vous adresser ce message en cette situation difficile que traverse notre ville d'Uvira pour lancer un appel pressant au respect de la vie des personnes et de leurs biens à ceux et celles qui sont impliqués directement ou indirectement dans ces conflits armés. À Uvira, en effet, depuis plus d'une semaine, alors que la guerre proprement dite n'est pas encore arrivée, nous vivons une situation traumatisante avec le crépitement des balles partout, nuit et jour, les pillages systématiques avec violence, voire tuerie, dans des maisons familiales, dans des couvents de prêtres, de religieuses et religieuses, dans des maisons de commerce. Tous les services, banques, pharmacies, centres de santé, marchés, kiosques d'échange de monnaie et d'autres opérations téléphoniques sont fermés. Presque toutes les autorités politico-administratives et celles de l'armée, de la police et une bonne partie de la population ayant fui vers le Burundi voisin ou à Kalemi, voire en Tanzanie, les restes d'habitants terrés dans leurs maisons sont livrés au vandalisme de la part des hommes en armes, faux et vrais militaires en désertion des fronts et d'autres miliciens non autrement identifiés. Sans marché ni provision à la maison, dont la majorité vit du jour au jour, sans service de transport, sans eau et électricité pour beaucoup, la population est vraiment meurtrie. Aussi, je lance ce cri d'alarme et de larmes à nos soldats, les FARDC, les Bazalendo et même les éléments de M23 AFC, à ne pas oublier la cause de leur combat qui est, à ce qu'il semble, la défense du pays et du peuple pour les uns et la libération de ceux-ci pour les autres. Un vrai soldat doit toujours savoir, non pas nécessairement pour qui, mais absolument pourquoi il se bat. Pourquoi il est prêt à verser son sang. C'est le sens que nous devons donner au cri de ralliement, la patrie ou la mort.
Et en santé, pour terminer, la zone de santé d'Ingandajika dans la province de Lomami fait face à la résurgence d'une diarrhée sévère accompagnée des vomissements depuis quelques jours. Selon le médecin-chef des zones, le docteur Sylvain Mutanda, qui a confirmé qu'au total 15 cas dont 2 décès ont été enregistrés en une semaine. Il a dévoilé ces chiffres le week-end dernier après une réunion avec l'administrateur du territoire de Ingandajika. Suivez. Depuis quelques jours, la population de Ngandanika vit dans l'inquiétude face à une résurgence alarmante de diarrhée sévère. Selon les médecins chefs des zones, Dr Sylvain Mutanda, 15 cas ont été enregistrés à Innsmouth, dont 2 ont entraîné la mort. Cette situation préoccupante a conduit à une réunion d'urgence entre les autorités sanitaires et l'administrateur du territoire pour discuter de mesures à prendre. Dr Mutanda a souligné l'importance du respect de mesures hygiène pour éviter une aggravation de la situation. Il a recommandé aux habitants de se laver régulièrement les mains, de consommer uniquement de l'eau traitée et d'utiliser des latrines hygiéniques. Les cas suspects doivent être rapidement encheminés vers le centre de santé pour une prise en charge adéquate. La crainte d'une épidémie de choléra, maladie souvent récurrente dans la région, pèse sur les esprits. Les habitants espèrent des actions rapides et efficaces pour endiguer cette épidémie et préserver la santé publique. La vigilance et la solidarité sont plus que jamais nécessaires pour faire face à cette crise sanitaire. C'était là un commentaire de Kadé Mananga. C'est par ici que prend fin ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Mondico Télévision en notre compagnie. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.